Monsieur le Président de la Versailles, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, c'est pour moi un honneur d'intervenir dans ce cadre de concertation de la Versailles regroupée à Lubumbashi. Mais en toute bonté, je me disais que sur cet honneur, il me devait de mesurer l'étendue de la tâche. Parler de la politique à ceux qui la connaissent jusqu'à ses parfums. Parler du Sankourou à ceux qui les connaissent jusqu'à ses racines. La tâche m'était tellement ardue que je me disais mieux serait de me retirer la vie dans mes 11 ans que de m'entretenir avec vous en cette soirée. Mais le bon Dieu m'est venu au secours et j'ai presque à moi un immense plaisir de m'entretenir avec vous et humblement pour qu'afin nous puissions ramener une part de lumière et ensoleiller les consciences. En raison de la part d'ombre qui obscurcit la volonté du Sankourou, qui gangrène son émergence et qui fait en sorte qu'il ne puisse aucunement s'envoler de questions des mœurs. Et l'une d'entre elles est celle liée à son enclavement, dans la triple facette que gangrène ce mot. L'enclavement infrastructurel, l'enclavement technologique, mais il y a mieux, un autre enclavement qu'on ne saurait définir sans que nous puissions, de fil en aiguille, épuiser la question même de notre intervention. Et c'est cela, l'interface qui constitue la portée de notre intervention en ce jour. L'enclavement infrastructurel du Sankourou, bien évidemment, conséquence de l'inaction politique ou un frein insurmontable. Et bien d'entrée de jeu, il y a comme une série de questions que l'on se devait de se poser dès l'entame de cette conférence. La première est celle de savoir c'est quoi l'État. La deuxième, qu'est-ce que c'est qu'une province? Et la troisième, quelle est la part de la province dans un État, tout comme celle de l'État dans une province, mais aussi, il y a plus. Quelle serait la part du gouvernant et de gouverner, chacun en vertu de ce qu'il doit dans le civisme politique et fiscal au sein de la province, mais aussi au sein d'un État. Et cela nous invitera à établir un lien de cause à effet entre la responsabilité, mais également la redevabilité, puisque en soi, vous conviendrez avec moi que État, province, gouvernant et gouverné, on n'a pas parlé de citoyens, constituent dans l'ensemble le tout d'un cercle dont on fait chacun partie de la circonférence. Et si en un temps record suffisamment court, l'on ne définit pas ces concepts, on ne saurait pas où les bas blessent au Sankourou. Est-ce un problème de l'État, de la province, de gouvernants, de gouverner ou à défaut de citoyens? Alors, en un temps record, j'en viens à donner une balise notionnelle avant de voir ensuite quels seraient les grands problèmes infrastructurels, mais aussi lequel, comment devrions-nous les nommer dans l'ensemble, et d'où nous viendra le remède? Est-ce des États d'Asie? Bien. L'État que nous le pour dire est défini à l'article 1er de la Convention des Montevideo du 26 décembre 1933 comme une personne morale du droit international. À cela, il se doit de réunir 4 éléments, chaque État, que nous le pour dire. Le premier élément serait donc une population permanente. Le deuxième élément serait le territoire déterminé. Le troisième élément, un gouvernement effectif. Et enfin, le quatrième, une capacité d'entrer en relation et en corrélation avec d'autres États. Tenez pour dire que dès lors qu'un État aurait réuni ces 4 éléments, il est à même d'être souverain, tant au sens interne qu'international. C'est à cela que la Palestine, jusque-là, est aux confins de discussion sur ce qui est de la détermination de son territoire. Je n'en viendrai pas à ce débat. À cela,
Pour qu'un État soit autant souverain, il se doit d'avoir quelques missions, mais aussi quelques institutions. Tenez avec moi que la première mission d'un État serait de battre la monnaie. La deuxième mission serait donc d'assurer l'ordre public. La troisième mission d'un État serait d'administrer la justice. Et enfin, la quatrième mission serait de défendre ses frontières. À côté de ces missions, il y a aussi quelques institutions qui se doivent de garantir ces missions. Et 4 sont-elles? Il y a d'abord le président de la République, le gouvernement, le Parlement, mais aussi et surtout les cours et tribunes. Mais il y a plus. Chacune de ces institutions, mais aussi de ces missions, converge à l'idée de dire que l'État a l'impérium, le plein pouvoir. C'est que Montesquieu aurait voulu que ce fût le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, ainsi que le pouvoir judiciaire. Ce qui fait donc le fait que l'État puisse, en raison de sa forme, la loi de 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, reconnaît que la République démocratique du Congo est un État ayant un régionalisme politique. À cela, il nous convient de voir dans quelle mesure tous ces pouvoirs sont exercés à 2 niveaux. Il y a d'une part le pouvoir central et d'autre part la province. Ce qui nous ramène donc à analyser ce que c'est que la province, mais aussi comment celle-ci exerce ses pouvoirs et quelles sont ses ressources propres, qui peuvent, oui ou non, converger à pallier tous les problèmes déficitaires qui ont eu à être épinglés par les récipiendaires qui m'ont précédé et ont d'ailleurs eu humblement à parler pertinemment sur la question. Alors, qu'est-ce qu'une province? La province, tenez avec moi cette définition et ne l'oubliez jamais, est une composante politique et administrative dotée d'une personnalité juridique, mais aussi ayant des organes locaux qui, au sein d'une république, parviennent à gérer ses ressources. À partir de cette définition, nous en venons au cœur de notre propos pour qu'ensuite nous puissions voir où en est le problème infrastructurel et en attendant encore, on en aura fini. Bien, s'agissant de la province, nous l'avons dit tantôt, autant au niveau central, donc le pouvoir central exerce tant ses pouvoirs à travers 4 institutions, aussi au niveau provincial, il y a aussi donc au niveau de la province du Saint-Congo par exemple, il y a 2 institutions politiques bien évidemment. La première institution serait donc l'Assemblée provinciale. Et la deuxième institution, c'est bien le gouvernement provincial. L'enjeu est donc de comprendre que l'Assemblée provinciale du Saint-Congo est, pour nous qui sommes ici, ce que l'on appelle l'organe délibérant qui prend des décisions à travers des édits provinciaux. C'est à cela que nous allons analyser dans un prochain point comment un édit budgétaire de 2025 qui devrait exécuter quelques problèmes de la province à l'année 2026, cet édit voté le 15 décembre 2025, aurait oui ou non un impact considérable sur la vie de la province de Saint-Congo, tant au niveau éducatif, sécuritaire, économique et j'en passe. Et donc, l'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province, mais aussi le gouvernement provincial serait l'organe exécutif, tant il est vrai que celui-ci exécute des décisions en raison de missions assignées par le souverain primaire, et donc le peuple, de manière directe ou indirecte. Cela posé, il nous convient de comprendre comment la province contient quelques ressources, mais tant que les torches parviennent à mettre au braquet et chacun regarde déjà sa montre pour savoir s'il y aura des problèmes de transport ou non, j'en viendrai à faire court. À cela, ayant eu à brosser sur quelques organes de la province, la question qui demeure est celle de savoir, il y a un problème infrastructurel dans la province de Saint-Congo. Cela est dû à quoi? Est-ce un frein insurmontable ou, à défaut, un problème de la conscience ou de l'inconscience politique? Je dirais me rallier à la deuxième question ou à la deuxième hypothèse pour dire que ce serait en effet un problème
de la conscience politique qui fait défaut. Car tenez-le petit, par conscience politique, je ne vais pas justement poser le doigt sur les gouvernants pour dire que non, le député provincial, le gouvernement provincial et beaucoup plus le député national en serait tenu le simple responsable. Et à travers ce propos, je ne veux pas non plus dédouaner chacun de sa responsabilité. Je voudrais que nous puissions comprendre chacun que, citoyens, gouvernants ou gouvernés, nous avons notre part à donner politiquement. C'est à cela que le seul auteur que je vais citer, peut-être, c'est Aristote, qui disait en soi que l'homme est un animal social et politique. En ce sens, il en venait à s'en expliquer disant que non, autant qu'il est un élément constitutif de la société, il ne peut pas échapper à la vie politique. Ainsi, les affaires de chacun constituent l'objet de la politique, comme la politique constitue l'affaire de chacun. Eh bien, l'enjeu serait de savoir quelle est la part de gouverner. Première question, quelle est la part de gouvernant? Deuxième question, et quoi attendre de la province ou de l'État? Ceci est l'ordre. Gouverner, l'article 5 de la Constitution aurait répondu sur ce qui est de la souveraineté qui appartient au peuple. Et lorsque nous élisons nos représentants, je pense que l'abstention ne serait pas la solution. S'abstenir, s'engouffrer, ou je dirais bien se recroqueviller dans sa chambre pour ne pas sortir le jour des élections, c'est bien être complice de l'effondrement fatal de la morale et de l'humanité de son groupe. Là est notre responsabilité en tant que gouverneur. Cette complicité se remarque dans le fait que nous limitons parfois nos besoins au seul fait que dans l'immédiat, dès lors que j'ai mon sel, ça en est suffi. Et au lendemain, c'est nous qui lapidons et crachons du sucre sur le dos des gouvernants que nous avons reçus et libres, ne serait-ce que de manière implicite. Là est notre responsabilité. Gouvernons au sens où chacun aurait un planning, le plan de la société. Peut-être que certains n'en ont pas. Et qu'au terme de leur mandature, chacun en vient à énumérer le fait qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, sans raison valable. Je ne vais aucunement juger, mais je ne suis qu'en train de solutionner à travers ce questionnement. Alors, l'enjeu ce soir, c'est qu'il y a deux problèmes sur nos infrastructures. D'abord, il y a l'érosion, chacun le sait, dans son quartier résidentiel. Moi qui suis issu du quartier Le Plénier, qui est une entité déconcentrée, vous êtes par exemple de Mission catholique, je ne sais encore, de Matougué et j'en passe, partout où aujourd'hui on parlera de Lodja en particulier, mais également de Katagogo, de Lobefou, Lomela, Lussambo, il y a pratiquement d'érosion. C'est cela le problème infrastructurel. Parlons de la colline, descendant vers la rivière de Plénier, n'en parlons même plus. Parfois, c'est pratiquement impraticable que pour moi d'aller avec ma voiture ou mon véhicule et effectuer 2 tours, sans pour autant que je ne puisse avoir de problème à y résoudre. Là n'est plus la question. Notre très cher chanteur Ronaldo venait de le souligner tout à l'heure, que la grande question aussi, c'est le fait qu'il n'y a aucune route asphaltée. Bon, à cela, la grande question serait de savoir qui pourrait asphalter pour le centre urbain. J'ai énuméré la responsabilité de l'État, pouvoir central, de la province, qui est aussi en train d'exercer une portion de pouvoir. Tenez pour dire qu'à travers le budget de la province, nous sommes à même de commencer quelque part, asphalter soit le boulevard principal, ensuite chercher dans quelle mesure, à travers le droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, comment avoir un certain ordre dans la construction. D'où les deux problèmes de notre province. C'est un, le problème de la conscience politique dans son état de germination, et les deux, le problème de la science en fait. Comment devrions-nous savoir que dans notre province, nous devrions commencer à construire en respectant certains ordres de la modernité? Comme quoi, d'abord, tout détruire, puisque le boulevard n'est pas si étroit, par exemple, par l'ordre de Lodja, ou même à Luxembourg, où j'ai eu à y effectuer une randonnée. Le boulevard est tellement étroit qu'il faudrait qu'il y ait assez d'espace, donc tout détruire, et aménager cela
au centre de la modernité. Moi, je pense que l'on pourra, à travers le droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, commencer à imposer à ceux qui construisent. Vous, quand vous partirez vers, je pense, Oyomba par exemple, où il y a encore assez d'espace, de concessions à acheter pour construire votre villa, l'on se doit de voir à travers une certaine mesure prise par les autorités acquis de droit que lorsque vous devez construire à travers cette cité, faites-le au respect de la modernité. Votre maison, il faudrait que ça soit à 2 niveaux, 2 étages par exemple, l'autre viendra et construira sa villa. Je pense que le problème infrastructurel connaîtra alors sa fin. Parlons de la construction de nos maisons. Alors bien, je vois comme un papier qui me voudrait être glissé, coincé par les aiguilles de la montre. J'en viens, malgré toute la matière que je m'étais dit partager avec vous, à poser mon terme. Dans l'encyclique du pape Léon XIV, que je lisais il y a 3 jours, intitulée Magnifica Humanitas, dans le paragraphe 13, il disait ceci: aucune main ne suffit à elle seule à supporter le poids et le défi pesant sur le monde, et aucune n'est si faible qu'elle ne puisse y apporter sa contribution. Et donc, la conscience doit être d'un grand poids dans la balance de nos pratiques, nous en tant que gouvernants ou gouvernés de la province du Sancourt. Et à cette seule condition, je pense que les problèmes infrastructurels pourraient avoir une solution que serait notre action positive. J'en ai fini.